Jules Horowitz, je n'ai pas le sentiment d'avoir coûté aussi cher que ça aux contribuables. Mais pourquoi j'ai eu envie de faire une école d'ingénieur? Pourquoi j'en suis parti? Je suis capable de vous répondre très vite, mais pourquoi j'ai eu envie de ça? Parce que très jeune, j'ai été confronté par la pratique à la technologie, à ce qu'on peut faire par la technologie, parce que j'appartiens à une génération qui a vu les ordinateurs arriver dans les foyers, et puis à une époque où c'était pas si simple que ça, il fallait entrer un peu dans la machine pour faire des choses intéressantes, parce que j'ai eu des activités de loisirs qui m'ont conduite à jouer avec l'électricité. Mon Dieu, protégeons nos enfants des prises. Non mais tenir les jeunes éloignés de la technique, de la technologie et des sciences, c'est pas ça qui va les rapprocher. Hein. Et aujourd'hui, on est quand même pris dans ce dilemme de l'école où on cherche à lui faire faire de plus en plus de choses dans de moins en moins de temps, et où finalement on n'a plus le temps pour les savoirs fondamentaux, les sciences, et peut-être là aussi la technique. Moi, ça m'effraie de voir qu'il n'y a plus de technologie en 6e. Oui, les maths, c'est important. Oui. Mais j'étais hier, encore une fois, aux arts et métiers, et en conclusion, le directeur des arts et métiers, président de la congrégation des grandes écoles, je ne sais plus comment ça s'appelle, Confédération des grandes écoles, CGE, nous expliquait à quel point il était un piètre élève en mathématiques, et à quel point c'est l'expérimentation qui l'a conduit, après un parcours technique, à devenir ingénieur et in fine à prendre la direction de ses formations. Enfin, l'ingénieur, c'est ça. L'ingénieur, c'est pas d'abord un mathématicien. Et je sais que la France est un grand pays de mathématiques. Hein. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a une part d'expérimentation qu'on rejette systématiquement à l'extérieur de notre système éducatif. Et ça, c'est dramatique. Et on a besoin de remettre ça un peu au cœur de notre système. Donc, le rapport aux sciences, qui ne doit pas être limité aux écoles d'ingénieurs, pour moi, c'est la principale préoccupation, parce qu'on aura, de façon générale, besoin de plus en plus d'expliquer ce qu'est la science, ce qu'est le savoir, ce qu'est la recherche, dans un monde qui va devenir de plus en plus difficile à appréhender. C'est une conviction. Il se trouve que dans mes fonctions locales, je suis conseiller départemental en Alsace. On m'a chargé de la politique culturelle. Rigolez pas, ça me plaît. Et je l'ai demandé. Et dans ce cadre-là, un des principaux champs de travail que j'ai ouvert, c'est justement la politique de culture scientifique et technique. Il faut qu'on acculture à ça, tout le travail sur l'éducation aux médias, et on a des exemples qui sont intéressants. Les pays nordiques ont une longueur d'avance sur le rapport aux sciences par rapport à nous. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont plus que nous engagés dans ces sujets de changement climatique. C'est pas parce qu'ils ont voté écolo, c'est parce qu'ils ont une société qui est beaucoup plus connectée à la science. Et je crois que ça aussi, il faut qu'on le mette dans la tête de nos écolos, en disant ce qui différencie les pays nordiques, c'est que ce sont des gens de science, alors que nos écolos à nous sont tous, sans exception, des gens de lettres. J'ai rien contre eux, encore une fois. C'est bien aussi, Normal Sup. On peut devenir ministre de l'économie quand on a fait Normal Sup. Monsieur le député, bonjour. Je fais partie des ingénieurs qui ont construit et démarré Fessenheim. Vous voyez, mon cœur. Je suis très ému de vous rencontrer. Mon cœur a un peu saigné en voyant arrêter Fessenheim, et je m'étais bien battu pour que ça ne s'arrête pas. Dites-moi, pour le financement, un simple regard sur le déficit financier l'an dernier, sur le plan énergétique. Je mets de côté l'électricité parce que c'était une année exceptionnelle, on a dû importer de l'électricité à un tarif fou, mais l'an dernier, la France a dépensé 104 milliards d'euros pour acheter son gaz et son pétrole. Donc, quand on fait des comparaisons de 50 milliards pour le parc de 6 EPR, il faut quand même aussi passer. Le problème, c'est qu'il va falloir investir avant d'avoir le retour sur investissement. Mais, et ces 102 milliards qu'on a dépensés l'an dernier,
ils ne pourront qu'augmenter. Et je pense en plus qu'avec la guerre au Moyen-Orient, c'est un facteur d'augmentation sérieux. Je passe là-dessus. Je vous pose la question sur votre opinion sur mettre l'expertise de l'IRSN à l'intérieur de l'ASN. Quelle est votre position là-dessus? J'ai la mienne, mais j'aimerais avoir la vôtre. Juste sur la première remarque, ça démontre bien la nécessité de reparler d'ordre de grandeur. Bien sûr que quand on a un SMIC, 50 milliards, c'est invraisemblablement beaucoup d'argent. Mais quand on est à l'échelle du budget de l'État, et je n'aurais pas à le dire, hein, mais en tant qu'élu local, on arrive parfois mieux à faire avancer des projets à plusieurs millions qu'obtenir 500 balles de subvention pour faire une petite manifestation. Hein. Voilà. Bon. C'est la triste réalité du fonctionnement public, et quelque part, tant mieux, parce que si on a besoin que de 500 € pour faire une manifestation, c'est qu'on peut les trouver ailleurs. Hein. Il faut rester un peu libéral. Sur la question de la fusion ASN-IRSN. Bon. D'abord, je ne me sens pas comptable de l'héritage d'une organisation qui est d'abord pensée par les antinucléaires. D'abord. Ensuite, est-ce que notre organisation actuellement est défaillante? Oui et non. On a des problèmes de règles de transparence qui ne vont pas. C'est-à-dire que l'opérateur technique conseille celui qui lui demande et ne conseille pas le public, incapable de comprendre les avis techniques. Donc la publicité des avis de l'IRSN décontextualisée, j'y suis particulièrement défavorable. Maintenant, est-ce que ce seul problème, qui est le seul problème que j'ai vraiment identifié, nécessite une réforme telle qu'envisagée? Moi, j'en suis pas sûr. Je pense au contraire que la réforme telle qu'on va la faire là, elle va créer plus de crispation qu'elle ne va régler le problème. Le problème, c'est celui de la publicité des avis de l'IRSN, qu'on a cédé aux écolos. Le problème, c'est celui-là. Donc, il faut régler ça. Et je ne suis pas sûr qu'en fusionnant, ça va régler. Ça va d'ailleurs créer d'autres problèmes, qui est celui de la vente de l'IRSN d'une expertise à l'international, qui est celui de l'intervention de l'IRSN dans d'autres champs que celui du nucléaire civil, etc. etc. C'est un bel outil, l'IRSN. Donc, je pense qu'on devrait en être fiers. L'ASN est une autorité administrative indépendante qui aujourd'hui fonctionne bien, mais ça n'a pas toujours été le cas non plus. Pas parce qu'aujourd'hui les rapports d'EDF sont meilleurs avec l'ASN qu'avec l'IRSN qu'il faut oublier que hier c'était l'inverse. Enfin, mais les chefs ont changé, et puis les histoires communes au cabinet ministériel ne sont plus les mêmes. Donc, je ne suis pas très chaud. Alors après, est-ce qu'il faut être contre? Moi j'ai dit, je suis un marchand de tapis, vous savez. Je dis ok, je veux bien acheter votre tapis, mais il faut me garantir un truc. Donc moi, si ce que j'ai dit à la ministre depuis longtemps, c'est cette réforme n'a du sens que dans la logique d'un changement radical d'approche de notre stratégie nucléaire. Ça a du sens de réformer nos institutions d'instruction et d'autorisation si on entre dans une autre époque nucléaire. Parce que les outils qu'on a aujourd'hui, ASN, IRSN, la façon dont on a construit leurs relations, c'est à but de gestion extinctive. Donc, à but de gestion extinctive, à la veille de l'émergence d'un plan de renouveau du nucléaire, ça ne peut pas marcher. Donc, si c'est pour faire un plan du nouveau nucléaire et rendre opérationnelles nos institutions administratives, ok. Mais moi, je veux que le plan nucléaire soit dans la loi. Voilà. Si je n'ai pas de garantie sur le plan nucléaire, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer les institutions et tendre le bâton pour se faire battre, alors que fondamentalement, le vrai problème, c'est cette histoire de transparence des avis du RSN.
dire, c'est est-ce que justement il n'est pas prévu dans la LPEC de graver dans le marbre le développement des centrales nucléaires? Parce que c'est ce que j'avais compris. Et la deuxième question, c'est pour revenir une fois de plus, sur les multiples questions sur le coût. Parce que si on en croit les deux rapports d'audit indépendants qui ont été faits suite à l'évaluation du coût du niveau nucléaire en 2021 et 2022, le coût du niveau nucléaire, contrairement à ce qui était dit précédemment, devrait se situer autour de 60-70 euros le mégawattheure. Le sentiment qu'on peut avoir, moi personnellement je ne pense pas, c'est que le nucléaire ne sera pas accepté si, après avoir vanté qu'il n'était pas cher, pas machin, qu'on ait fait des rapports d'audit successifs, etc., on annonce à tout le monde que finalement c'est plus 60 ou 70 euros le mégawattheure, c'est 90 ou 100 voire plus. Et que le seul atout qu'on a pour convaincre, justement, pour éviter les problèmes sociaux, c'est de démontrer à tout le monde que le nucléaire reste peu cher, conformément à ce qui a été dit lors des rapports d'audit. Et ça va tout à fait dans ce que vous proposez, c'est-à-dire discriminer ce qui relève du nucléaire de ce qui relève du reste. Donc ça me va bien. Enfin, je ne comprends pas, mais ça va bien. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'être schizophrène en demandant à EDF de prendre en charge non seulement le développement du nucléaire, mais en plus le développement du plan ENR et l'accélération des ENR? Et est-ce que c'est pas ça qui fait le surcoût? Est-ce que c'est pas pour cette raison-là que Luc Rémont est en train de se bagarrer avec les Bornes, qui devrait lui répondre, voilà, il y a des rapports d'audit qui ont été faits, c'est 60 euros, pas plus, et ça, ce serait tout à fait acceptable, puisque c'est ce qui a été dit. Mais qu'en plus, le sentiment qu'on a, c'est qu'on demande à EDF, et c'est pour ça que Luc Rémont demande plus, de prendre en charge aussi le développement des EDF. Voilà. Et est-ce que la marge, elle n'est pas là? C'est exactement l'argument des antinucléaires. Ils disent c'est normal qu'on n'arrive pas à développer des ENR en France puisqu'on met toute notre énergie à faire du nucléaire. Ils le répètent en boucle. La logique qui a été présentée là, si on fait plus de centimes maintenant, elle va plus loin que ce que vous dites. C'est-à-dire si on dit 70, admettons 70, parfois il faut aussi éviter de faire des promesses qu'on n'est pas capable de tenir. 70 à la mise en service. Alors, ok, il faut payer en attendant, mais si on fait plus de centimes maintenant, on a tout le financement. Donc déjà, il faut expliquer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La question que vous posez, c'est celle des capacités industrielles. Est-ce qu'on a les capacités industrielles de réaliser un plan d'envergure de décarbonation tel que nous en avons besoin? Que la réponse soit nucléaire ou les ENR. Elle nécessitera les mêmes disponibilités industrielles en volume macro, quelle que soit la réponse technique. Construire des dizaines et des dizaines de kilomètres de champs photovoltaïques, construire des milliers d'éoliennes, ça nécessite des capacités industrielles dont nous ne disposons pas. Et il en est de même pour le nucléaire. Donc on a toutes ces capacités industrielles à remonter. Il y en a une que j'aime bien évoquer aussi. C'est la filière hydro, on en parle peu, mais la filière hydro, elle va avoir besoin d'un plan d'investissement massif dans les années qui viennent. On s'est caché depuis 15 ans derrière Bruxelles pour dire on n'a pas mis d'argent dans notre hydro. Tout ça, c'est politique. Enfin, à un moment donné, se cacher derrière Bruxelles pour dire on ne peut pas faire, c'est trouver un argument pour ne pas faire. Donc la question que vous posez, c'est vraiment la question de la filière industrielle. Moi, quand je regarde un peu dans le passé, on a été capable de faire un programme électronucléaire comme personne ne l'a fait, tout en menant en parallèle des chantiers d'équipement, tout en menant en parallèle des chantiers de rénovation. Bon, bah, on met la focale là-dessus, quoi. On fait évoluer notre outil industriel pour dire c'est l'énergie. Construire une turbine, enfin je ne suis pas ingénieur, mais construire une turbine Arabelle, c'est un peu plus compliqué que construire une turbine pour les éoliennes. Enfin, la filière industrielle, globalement, c'est la même.
transformer un rotor dans un stator. Enfin, c'est l'inverse. Ouais, c'est la même filière industrielle. Et il faut qu'on fasse remonter cette filière industrielle en puissance. Donc, votre question, elle est absolument pertinente, mais elle n'est pas liée ni aux ENR, ni au nucléaire, ni à l'hydroélectrique. Elle est liée à la nécessité de décarboner et de passer par l'électricité pour décarboner. Juste, moi ça m'inspire une réflexion, je ne sais pas si vous pouvez provoquer une nouvelle commission parlementaire, mais vous avez tourné sur la dernière sur le chiffre magique de 50, pour savoir d'où il venait, vous avez fait ça très bien. Il y en a un autre qui, moi, m'interpelle, c'est 6. On nous dit qu'on n'est pas capable de faire plus que 6 EPR. Et je ne sais pas d'où il sort. On a demandé à tout le monde, personne n'a été capable de nous expliquer qui avait dit que 6 c'était le... Enfin, après, on ne peut pas en faire 50, on est bien d'accord, mais il faut trouver un équilibre entre le pragmatisme et puis le volontarisme. À un moment donné, quand on a annoncé le parc nucléaire, effectivement, personne ne savait comment on allait faire, sauf qu'on l'a dit. On n'avait peut-être pas le même tissu industriel qu'aujourd'hui, ça. Et on l'a fait. Et ce chiffre de 6, là, alors Framatome nous a dit c'est pas moi, la filière industrielle nous a dit c'est pas moi. Nous, la vraie question, me semble-t-il, c'est ok, qu'est-ce qu'il faudra pour en faire 10 ? Je ne dis pas 50 encore une fois, mais et puis trouver cet équilibre entre le pragmatisme et du volontarisme, quoi. Et vous l'avez bien dit, on a su le faire, pourquoi, enfin nos parents l'ont fait, et Jean Flucher aussi, et pourquoi on ne le ferait pas? Moi, ce chiffre m'interpelle tout autant que vous, et moi je préférerais qu'on se positionne dans une logique de flux, et qu'on dise il faut en faire un par an, ou 2 tous les 2 ans. Mais c'est pas ça. Enfin, la division conduit à la même chose. Mais je pense que la logique, ça doit être celle-là, parce que la logique industrielle, c'est celle-là. Et le dimensionnement de l'outil industriel, il ne va pas se faire sur combien on fait en tout d'EPR, mais quel est le flux d'EPR. Combien Framatome arrive à sortir de cuves de ses usines tous les ans. La question dimensionnante aujourd'hui, c'est celle-là. Donc on se positionne sur une logique de flux industriel. Et on dit, ok, il nous en faut à nous. Et puis en plus, il faut qu'on soit capable d'en vendre, parce qu'on aura besoin d'en vendre. Donc combien on peut sortir de cuves tous les ans? Et moi, la seule question que je pose, c'est celle-là. Puis en plus, moi je suis tout à fait d'accord avec les antinucléaires pour dire qu'un outil industriel sensible, il a une date de péremption. Après, on peut discuter, parce que c'est 40, 60, 80, peut-être même 100, je ne sais pas. Mais il a une date de péremption. Et si on se met dans une logique de flux, on le prend en compte. On prend en compte le calendrier de renouvellement de l'outil industriel. Donc 6, c'est pas seulement un mauvais chiffre, c'est surtout un mauvais signal. Je crois que mon intervention tombe bien parce que je voudrais vous alerter sur les problèmes de constante de temps. Celle du politique n'est pas celle des scientifiques. Après Fukushima, au niveau européen, le lendemain de Fukushima, on a fait énormément de mal à la communauté scientifique des matériaux pour le nucléaire, de 4e génération. Donc, et ensuite, il y a eu aussi l'arrêt de Superphénix, il y a eu le coup de grâce avec l'arrêt d'Astrid, et on a vraiment abîmé cette communauté scientifique, au CNRS et au CEA, alors qu'ils travaillaient main dans la main pour les problèmes de nucléaire de 4e génération. Nous avons participé au niveau français au programme du 5e PCRD, du 6e PCRD, du 7e PCRD. Et après, les équipes ont été disloquées. On en a la preuve, on peut en parler ici dans la salle, il y a beaucoup de collègues qui en témoignent, qui en ont souffert. Alors, c'est un point, alors quand on discute de 1 ou 2 EPR par an et des constantes de temps, si on rappelle en combien d'années a été fait Superphénix, et le temps qu'il faut. Et maintenant, le problème, par exemple, du réacteur Jules Horowitz, dont on parle entre nous et dont on ne parle pas forcément à haute voix, c'est vraiment un problème très important. Il y a eu des départs en retraite. En 2007, j'avais organisé une école d'été à Cargèse. J'avais fait venir des gens comme Paul Reus, qui est un expert de neutronique vraiment très plus qu'honorablement connu au CE. Il y avait Hervé Niffnecker, qui était le président, le fondateur de cette association. Il y avait beaucoup de scientifiques, y compris européens et non-européens. Depuis, on a vraiment fait un formidable gâchis. Alors maintenant, je vous en parle puisque vous êtes là, vous êtes politique, maintenant il faut rattraper. Qu'est-ce que vous envisagez? Il faut rattraper. Je suis complètement d'accord.
Et du coup, la question que je pose, on a fait du mal à la communauté scientifique, évidemment. Pas que Fukushima, hein, c'est toute la mobilisation politique. Dit Super Phoenix, c'est tout ce récit, cet anti-récit qui a été construit et qui progressivement a pénétré les esprits dans les plus hautes sphères de décision, médiatiques, journalistiques. On se laisse encore enfermer dans l'idée que l'État français a dit que le nuage de Tchernobyl n'a pas passé le Rhin. Non, l'État français n'a jamais dit ça. Mais les opposants au nucléaire n'ont cessé de le répéter depuis 30 ans. Et on continue de le croire. Non, l'État français n'a jamais dit que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière du Rhin. Et personne n'est même responsable du pauvre présentateur télé qui a eu une maladresse et qui sûrement pas intentionnellement a mis une espèce de flèche sur la carte présentée un soir et qui depuis tourne en boucle. Mais c'est une stratégie de communication consciente de toute cette philosophie politique décroissante, pseudo-scientifique. Et moi j'attends de la communauté scientifique aujourd'hui qu'elle discrédite certains des experts et qu'elle le fasse à voix haute. Parce que j'en ai marre de voir dans un certain nombre de dossiers locaux toujours les mêmes pseudo-experts payés par toujours les mêmes fondations internationales qui s'appellent Penguin Planet ou je ne sais trop quoi d'autre et qui viennent exposer du point de vue de leur expertise scientifique et technique à nous pauvres politiques qui ne savons rien à quel point c'est dangereux. Tout ce qu'ils disent c'est dangereux. Bon. Donc moi j'aimerais bien qu'un jour on ait une communauté scientifique aussi qui ose la voir. J'en peux plus de voir Le Monde publier des tribunes signées par des milliers de scientifiques contre le nucléaire, et quand tu regardes, il y a que des sociologues. Oui. Bravo. Donc ça il faut aussi maintenant que la responsabilité des politiques de mieux écouter la science, il y a la responsabilité des scientifiques d'un tout petit peu plus intervenir dans le débat public. Et de le faire ajuster. Attendez, je vais répondre à votre question après. Je ne me sens pas agressé, au contraire, mais je suis juste un peu. On a fait du mal aussi. Le Covid, la gestion de la relation à la science pendant le Covid, mais quel drame! Cette mise en scène de ce conseil scientifique, mais laissez-les travailler à l'ombre. Le job du conseil scientifique, c'est pas de prendre la décision à la place du politique. Et quand le président de la République dit, pour gérer le Covid, je m'en remets à je ne sais quel comité scientifique que j'ai créé, c'est lui qui décidera, il se déresponsabilise. La décision, c'est au politique de la prendre. Le scientifique, il a à conseiller, et le scientifique, il a surtout jamais à dire si c'est blanc ou si c'est noir. Le scientifique, il reste dans sa position de dire c'est systématiquement gris. C'est ça qu'il dit le scientifique. Et que le politique décide sur cette base-là. Pendant le Covid, il s'est passé l'inverse. On a créé des comités dont le politique s'est dessaisi pour prendre des décisions difficiles en disant, vous voyez, mais c'est les scientifiques qui m'ont dit de faire ça. Donc il faut qu'on arrive à rétablir dans ce pays la relation entre la science et la décision publique, et que le politique se responsabilise. D'ailleurs, au passage, c'est un formidable plaidoyer pour l'ENA. Permettez-moi de le dire. Je ne suis pas ENA, donc je peux défendre les ENA. Mais merde, c'est un truc sérieux de faire de la politique. C'est un truc sérieux de gérer une administration. C'est un truc sérieux de piloter un ministère. Pourquoi est-ce que c'est le seul métier pour lequel on n'aurait pas de haute étude en France? Ça fait 15 ans qu'on n'arrête pas d'autoflageller la classe politique et administrative. Résultat, à la fin, on a tout bousillé, là. Tout bousillé. On a des ingénieurs qui se prennent pour des administratifs qui pensent qu'ils peuvent être des ingénieurs. Enfin, évidemment qu'il y a des passerelles, évidemment qu'on peut avancer, mais c'est des métiers différents. Et on a besoin de gens qui maîtrisent les administrations. Et il n'y a rien de pire qu'un process administratif conduit par un ingénieur. Alors là, je vous assure, hein, parce que quand le process administratif ressemble à un process de recherche, vous êtes à peu près sûr qu'il n'y a jamais rien qui sort. Hein. Je me bats tous les jours sur des trucs comme ça. Et peut-être qu'une part de ce code de l'urbanisme si décrié, qui empêche tous les projets, il est lié à cette volonté de scientificiser la décision publique. Je plaide coupable. Je viens d'un parti politique qui a mis en place la RGPP, qui a défendu l'évaluation des politiques publiques. Moi, maintenant j'ai des services, notamment dans la collectivité locale, qui disent on va évaluer les politiques publiques. Je dis que faire? Que faire de l'évaluation des politiques publiques?
On va évaluer une politique publique culturelle. Chiche, dis-moi ce que je mets en abscisse, dis-moi ce que je mets en ordonnée, et puis je te fais le tableau, il n'y a pas de problème. Comment on évalue une politique publique culturelle? Non, évaluer une politique publique énergétique, globalement, est-ce que l'énergie est disponible et à quel prix? Bon, on y arrive à peu près. Mais est-ce qu'on a besoin d'un tableau pour ça? Donc, il faut à un moment donné que chacun reprenne sa place. Pour venir à votre question, on a abîmé la communauté scientifique, je suis complètement d'accord. Est-ce que c'est que les choix politiques? Est-ce que c'est l'évolution de la société? Est-ce que c'est la vitesse à laquelle l'information circule dans notre société? Est-ce que c'est la complexité de la science croissante? Est-ce que c'est l'incapacité de certains scientifiques de se tenir à leur domaine de compétences? Je pense que c'est un tout. Par contre, je pense que la principale compétence qu'on a perdue en France, ce n'est pas une compétence scientifique, c'est une compétence industrielle. L'échec de Jules Horowitz, c'est un échec industriel, ce n'est pas un échec scientifique. L'échec de l'EPR, c'est un échec industriel, ce n'est pas un échec scientifique. C'est l'incapacité de tenir des process. C'est penser que l'industriel, c'est celui qui exploite une machine. L'industriel, c'est d'abord celui qui a construit la machine, qui en maîtrise le cycle complet. En ça, EDF est un vrai industriel, sauf qu'ils n'ont plus construit de machine depuis longtemps. Justement, on a laissé partir à la retraite une génération et il n'y a pas eu de recrutement. Mais pas de scientifique, d'industriel. Non mais, les deux. Mais encore une fois, Jules Horowitz, c'est le process de construction. Là, on a laissé partir une génération à la retraite. Je ne sais pas. Moi, je pense surtout qu'on a oublié de former la génération intermédiaire. C'est pas ça dans le vergillage. On a oublié qu'on savait faire un réacteur facile. On a voulu faire un réacteur compliqué. Oui, parce qu'on est toujours meilleur. Une dernière question. Moi, je suis allé voir RGA, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ce qui est marquant, c'est de dire, bah voilà, on a commencé à construire parce qu'il fallait construire, puis on a laissé des trous pour faire passer les câbles, mais on ne savait pas encore où allaient passer les câbles, et maintenant on a des trous à des endroits où les câbles ne passeront pas, et là où les câbles y passent, on n'a pas de trou. Je ne suis pas ingénieur. Merci pour ce moment de passion qui est aussi un côté. On va passer peut-être à la dernière question. Oui, ben, je voudrais rappeler l'historique mais que vous connaissez bien, à savoir les atermoiements des 10 dernières années. Et on peut même remonter, bon, sans égratigner par les partis LR, au Grenelle de l'environnement, où on est quand même sorti de ce Grenelle de l'environnement avec l'idée qu'avec le solaire et l'éolien, on résoudrait tous les problèmes. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment vous voyez la possibilité de mettre un cliquet sur l'engagement d'une politique pro-nucléaire, sachant que c'est une politique qui s'engage sur 60, peut-être plus d'années, 70 ans éventuellement. On sait qu'il y a une alternance tous les 5 ans. Imaginons un parti politique, une association de partis qui ait le pouvoir et veuille remettre en cause la politique. Comment on peut empêcher que l'on arrête tout, comme on a failli le faire avec Broad, Ségolène Royal, la LPECV du 17 août 2015. Est-ce que vous connaissez le score électoral que j'ai fait en 2017 à Fessenheim? Ah, Fessenheim, sûrement beaucoup. Je suis arrivé 4e au premier tour. J'étais le seul candidat qui défendait le maintien de la centrale. À Fessenheim, ce qui a déterminé le choix des électeurs à l'occasion des élections législatives, prioritairement, n'était donc pas la question de l'engagement pour ou contre la centrale. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est pas rassurant sur le financement. Donc, je vous donne volontairement cet exemple. C'est la beauté de la démocratie. Est-ce qu'on est prêt